Hey, salut tout le monde, c'est Captain Land. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire de Space Mountain. Bien évidemment, aujourd'hui, notre Space Mountain est maintenant nommé Hyper Space Mountain sur le thème de Star Wars. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter ce que Space Mountain devait devenir avant sa construction, l'histoire de l'attraction, puis ensuite ce qu'il est devenu. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Comme beaucoup d'attractions, l'histoire de Space Mountain commence bien en amont de son ouverture. Dans les faits, elle remonte à la création même de Discoveryland pour le projet Euro Disneyland. Tim Delaney, le directeur artistique de ce land unique à l'époque, dans l'univers des parcs Disney, est également le créateur du projet encore nommé Discovery Mountain. Comme vous pouvez voir sur l'image, dans les files d'attente, il y a encore les initiales DM, Discovery Mountain. À l'origine, le dôme devait accueillir tout un complexe d'attractions indoor sur le thème de Jules Verne, dont un parcours scénique et un restaurant sur le thème de 20 milieux sous les mers. Une montagne russe sur Lucie du type de la Terre à la Lune, autour de la Lune, et une attraction du type chute verticale reprenant l'histoire du voyage au centre de la Terre. Bien entendu, les restrictions budgétaires obligent et il ne restera du projet initial que le coaster en intérieur et la visite du Nautilus. Mais comme avec Imagineering rien ne se perd, le principe de la chute verticale fut repris par un autre best-seller du groupe Disney, The Twilight Zone Tower of Terror. Il reste cependant des traces de ce projet avorté de complexe indoor. En effet, le dôme devait être relié au bâtiment Vidéopolis par un pont aérien, dont les ouvertures sont encore bien présentes puisqu'il s'agit de deux grands hublots de la salle de radiophonie qui font face à l'actuel dôme. Mais revenons-en à notre histoire. Nous sommes donc au début des années 1990 et le projet Euro Disney explose complètement les prévisions budgétaires de construction. Certains choix sont donc faits pour réduire les coûts. Cela passe par la suspension du projet Discovery Mountain à Discoveryland. Cependant, son budget de construction, estimé à 500 millions de francs, est très vite alloué au crédit d'1 milliard de francs, ce qui équivaut à 152 millions d'euros, de la phase I-C qui débutera dès l'ouverture du parc en avril 1992. Entre 1992 et 1994, la société Euro Disney connaît de terribles problèmes financiers que nous vous avons exposés ici même il y a quelques semaines. Il faut donc se racheter une image publique ou, comme il dirait très bien, pour redorer le blason de la marque. Courant 1993, Philippe Bourguignon, le président de l'époque, décide alors de lancer le projet Discovery Mountain. Pendant 2 ans, les ouvriers vont s'affairer à la construction de cette immense structure. De son côté, Imagineering a très légèrement revu sa copie par rapport au concept d'origine, en particulier autour du système de canon Columbia, où le système d'ouverture-fermeture de celui-ci est remplacé par un modèle plus simple, celui de la trappe de lancement. La construction du ride, le circuit du train à proprement parler, est confiée à la société néerlandaise Vekoma. Même si aujourd'hui, ce choix est assez polémique, à l'époque, Vekoma était l'un des seuls constructeurs à proposer des modèles de montagnes russes à inversion assez compacte, pour que le circuit puisse entrer dans le dôme. Mais outre ses coûts également réduits par rapport à ses concurrents, Vekoma était le seul constructeur à proposer un système de rail viable prompt à accueillir la machinerie très particulière de Discovery Mountain. En effet, les trains sont propulsés à travers le canon dont l'inclinaison de 32 degrés empêche toute l'utilisation de systèmes hydrauliques ou à induction LEM et LIM, et le système des roues de friction propose une propulsion bien trop molle pour simuler un catapultage vers l'espace. Il est donc choisi d'opter pour le système de lancement par câble, mais là aussi l'inclinaison du canon pose un problème. Il faut un moteur très puissant pour arriver à propulser l'énorme poids du train, et il n'existe qu'un seul type de moteur capable de faire cela, celui qui propulse ses avions sur les porte-avions. Imagineering fait donc appel au groupe d'assaut, l'industriel français. Discovery Mountain est donc le fruit de la collaboration entre américains, français et néerlandais, un peu à l'image d'Euro Disneyland en somme. À quelques semaines de l'ouverture, l'attraction doit faire face à 2 problèmes. Le premier n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit d'un simple changement de nom.
Discovery Mountain devient Space Mountain de la Terre à la Lune. Cette modification est le fruit de l'équipe marketing qui pense que le terme Space Mountain sera plus facilement assimilé et compris car il existe déjà pour l'une des attractions présentes dans les autres parcs Disney. Cependant, ce changement de dernière minute a eu des conséquences encore visibles aujourd'hui. En effet, si vous faites un tour du côté de l'attraction, vous pouvez retrouver de nombreux blasons DM pour Discovery Mountain. Les plus visibles sont ceux du pont à l'entrée et ceux des consoles de contrôle du ride, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'autre problème est bien plus important, celui-là vient de la commission de sécurité. En effet, celle-ci aime un avis d'ouverture défavorable car elle trouve que le train va trop vite dans la première partie du parcours. En d'autres termes, le catapultage est trop puissant pour la commission. Les Imagineers sont donc obligés de rappeler en catastrophe Tim Branson, le compositeur de la bande-son de l'attraction, afin de résynchroniser la musique avec la nouvelle durée du ride. Après modification, la commission donne finalement son feu vert pour l'ouverture. L'attraction ouvre au grand public le 1er juin 1995. Space Mountain de la Terre à la Lune est désormais face à son glorieux destin pour le plus grand plaisir de tous. Ensuite, pour ses 10 ans, Space Mountain est parti en rénovation pour devenir Space Mountain Mission 2. Il fermera le 15 janvier 2005 et réouvrira le 9 avril 2005. Puis quelques années plus tard, Space Mountain Mission 2 part en rénovation pour devenir Hyper Space Mountain sur le thème de Star Wars. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 3 ans que c'est toujours sur le nom de Hyper Space Mountain. Pourquoi pas venir un jour Space Mountain Mission 3. Avant que la vidéo se termine, je tiens à remercier Disney Gazette pour toutes ces informations. Sans eux, j'aurais jamais pu faire cette vidéo. Je mettrai leur site en description. Allez voir, ils font du bon taf. Sur ce, moi je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait hyper plaisir. Allez, moi je vous dis ciao, bye.